Mon père est arrivé dans mon petit appartement et m'a demandé pourquoi je ne vivais pas dans mon hôtel particulier. Ma fille. Soudain, mon mari est entré et a hurlé sur mon père. Quoi? La maison? Cette maison appartient à ma mère, maintenant, si tu ne l'acceptes pas? Je demande le divorce immédiatement. Mon mari ne savait pas à qui il avait affaire. Après ce jour, qu'a fait mon père pour changer la vie de mon mari et de sa famille? Le grincement d'un vieux ventilateur rouillé dominait le silence dans l'étroit salon. L'air de cet appartement de banlieue parisienne était étouffant. Comme si ces murs défraîchis opprimaient tous ceux qui s'y trouvaient. Chloé était assise, nerveusement sur le bord d'une chaise en bois, au coussin usé. Face à elle se tenait un homme d'âge mûr, vêtu très simplement. Il portait une chemise élimée, aux boutons légèrement lâches, et un pantalon en toile délavée. Son visage était serein, mais ses yeux irradiaient un calme et une détermination difficile à expliquer. C'était Monsieur Armand, le père biologique de Chloé. Monsieur Armand regarda autour de lui. Ses yeux parcoururent les murs dont la vieille peinture s'écaillait. Le lino abîmé et les meubles modestes. Il n'y avait aucun dégoût dans son regard, seulement une profonde tristesse qu'il tentait de cacher à sa fille. Il prit une grande inspiration. Et l'odeur de la cuisine des voisins, mêlée à la poussière de la rue, s'infiltra par la fenêtre entr'ouverte. Il regarda fixement sa fille. Chloé paraissait si maigre. Son beau visage était marqué par des lignes de fatigue. Bien qu'elle tentât de sourire pour accueillir son père. Son vêtement, simple mais soigné, encadrait son visage qu'elle baissa avec appréhension. Monsieur Armand rompit finalement le silence, d'un ton doux mais catégorique. Elle demanda pourquoi Chloé vivait une vie aussi misérable. Pourquoi ne vis-tu pas dans ton hôtel particulier? Ma fille? La question resta suspendue dans l'air. Chloé garda le silence. Elle laissait tordite, les doigts. N'osant pas regarder son père dans les yeux, elle savait qu'il était déçu. Non pas parce qu'elle vivait dans la pauvreté, mais parce qu'elle se laissait humilier. D'une voix toute petite, elle répondit qu'elle voulait être une bonne épouse pour son mari. Elle voulait repartir de zéro avec Antoine. Elle croyait que lutter ensemble porterait ses fruits. Cependant, Monsieur Armand savait que ce n'était pas qu'une simple lutte. Il voyait l'injustice que subissait sa fille. Soudain, le bruit d'un scooter s'arrêtant brusquement devant l'immeuble. Retentit. Suivi de pas lourds dans les escaliers, la porte d'entrée s'ouvrit à la volée, sans même un coup sur la porte. Antoine entra, le visage rouge, transpirant à grosses gouttes. Il rentrait du travail et semblait avoir ramené toutes les frustrations de son bureau à la maison. Antoine yeta sa mallette sur le canapé défoncé, soulevant un nuage de poussière. Ses yeux croisèrent alors la silhouette de Monsieur Armand, assis tranquillement dans le salon. L'expression d'Antoine changea instantanément. Il n'y eut aucun respect, seulement du dégoût et de la colère. Il toisa son beau-père de la tête aux pieds, avec mépris. Pour Antoine, Monsieur Armand n'était qu'un vieil homme inutile qui ne causait que des problèmes. Antoine ignorait totalement qui était réellement le vieillard qui se tenait devant lui. Tout ce qu'il savait, c'est que son beau-père ne lui avait jamais donné le moindre centime pour l'aider à lancer ses affaires. Antoine souffla bruyamment et s'approcha en desserrant sa cravate. Avec brutalité, il demanda d'une voix forte ce que ce vieux faisait ici. Chloé se leva précipitamment, tentant de calmer son mari. Elle expliqua que son père était juste venu prendre de leurs nouvelles. Mais Antoine n'en avait que faire. Il était fatigué et la présence de cet invité, qu'il considérait comme un miséreux, ne faisait qu'alourdir sa charge mentale. Antoine commença à déballer ses problèmes d'argent. Il cracha qu'il n'y avait même plus de pâtes dans les placards et qu'il n'avait pas les moyens de régaler un invité. Encore moins un qui venait les mains vides. Ces mots furent des coups de poignard. Chloé retint ses larmes pour ne pas qu'elles coulent. Elle avait tellement honte devant son père
Monsieur Armand. Louis restait assis. Impassible. Il ne se laissa pas emporter par l'émotion. Il fixa son gendre avec un regard indéchiffrable. Puis, de sa voix grave, il répéta sa question précédente à Chloé, mais cette fois de manière à ce qu'Antoine l'entende parfaitement. Il demanda ce qu'il en était de la maison. Il mentionna que Chloé avait le droit de vivre dans un endroit plus digne. Cette simple question fut l'étincelle qui fit exploser la colère d'Antoine. Il hurla au visage de son beau-père. Sa voix résonna dans la petite pièce, résonnant jusqu'aux appartements voisins. Quoi? La maison? Cette maison appartient à ma mère maintenant. Si tu ne l'acceptes pas, je demande le divorce, immédiatement. La phrase sortit sans aucun filtre. Antoine se sentait tout-puissant. Il pensait avoir un contrôle total sur Chloé. Quelques mois auparavant, il l'avait manipulée pour qu'elle signe un acte de donation chez le notaire au nom de Madame Sylvie. Sa propre mère, sous prétexte que leurs biens seraient à l'abri des impôts sur la fortune. Un mensonge absurde que Chloé avait cru par amour. Aveugle. Chloé sursauta en entendant la menace de divorce. Son corps se mit à trembler, violemment. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Antoine puisse prononcer de tels mots devant son père. Elle attrapa le bras d'Antoine, le suppliant de ne pas parler ainsi, mais Antoine repoussa brutalement la main de sa femme. Il pointa son doigt vers le visage de Monsieur Armand. Il hurla qu'il en avait marre d'eux, voir la misère que traînait la famille de Chloé. Il les considérait, elle et son père, comme des parasites. Antoine ignorait qu'il pointait du doigt le propriétaire de la moitié des immeubles de bureaux du quartier d'affaires de la Défense. La pièce resta silencieuse un instant après ce cri. Monsieur Armand se leva, lentement de sa chaise. Il lissa sa chemise élimée avec des gestes lents, pleins de dignité. Il n'y avait aucune colère explosive sur son visage. Au contraire. Il sourit légèrement, un sourire glacial et terrifiant. Si Antoine avait été assez intelligent pour le comprendre. Monsieur Armand regarda Antoine, droit dans les yeux. D'une voix basse, il dit de bien retenir ses mots. Car à partir de cet instant, le compte à rebours avait commencé. Cette phrase sonna comme un sombre présage. Monsieur Armand se tourna vers Chloé. Il caressa affectueusement la joue de sa fille. Il lui murmura d'être forte, car une tempête approchait, mais qu'après cela, un arc-en-ciel apparaîtrait. Chloé pleura à chaudes larmes en embrassant la main de son père. Antoine. Louis regardait la scène en se sentant victorieux. Il pensait avoir réussi à intimider son beau-père pour le faire fuir. Monsieur Armand quitta l'appartement sans un regard en arrière. Il marcha dans la ruelle étroite. Depuis la fenêtre, Antoine ricana avec sarcasme en voyant son beau-père marcher vers le grand boulevard pour chercher un taxi. Il murmura que les pauvres étaient vraiment pitoyables, mais Antoine ne vit pas ce qui se passa au coin de la rue. Caché par un haut mur, là l'attendait une berline noire rutilante, une voiture de grand luxe dont le moteur ronronnait en silence. Un homme imposant en costume impeccable, Monsieur Henri, se tenait respectueusement à côté de la portière ouverte. Il s'inclina lorsque Monsieur Armand s'approcha. Monsieur Armand s'installa sur les sièges en cuir, laissant derrière lui la chaleur et la crasse de la rue. À l'intérieur de l'habitacle frais et parfumé, l'expression de Monsieur Armand changea du tout au tout. La tristesse dans ses yeux disparut, remplacée par le regard acéré d'un magnat des affaires que l'on venait d'insulter. Il sortit un smartphone de dernière génération de la poche de son veston posé sur le siège. Il appela son équipe d'avocats et ordonna que tous les documents soient préparés. Le jeu venait de commencer. Antoine ne savait pas dans quoi il venait de mettre les pieds. Pendant ce temps, dans l'appartement, Antoine continuait de pester. Il était satisfait d'avoir évacué sa colère. Il ne réalisait pas que son arrogance venait de planter le premier clou de son propre cercueil. Il s'assit sur la chaise qu'avait occupée Monsieur Armand.
se sentant comme un roi dans ce misérable palace. Chloé s'enferma dans la salle de bain pour cacher ses larmes. Elle fit couler l'eau du lavabo pour étouffer ses sanglots. Son cœur était brisé. Elle aimait Antoine. Mais l'humiliation infligée à son père était une blessure insupportable. Cette nuit-là, de lourds nuages noirs couvrirent le ciel. Comme si la nature savait que le karma préparait son marteau. La nuit s'épaissit. Mais la tension, dans le petit appartement, ne retomba pas. Antoine fumait nerveusement dans le salon. La fumée remplissait la pièce mal aérée. Chloé était sortie de la salle, tout de bain, les yeux gonflés. Elle tenta quand même de servir son mari en lui, préparant une tisane. Elle posa la tasse sur la petite table avec précaution, terrifiée à l'idée qu'une maladresse ne déclenche une nouvelle crise. En voulant prendre sa tasse, le regard d'Antoine se posa sur un objet laissé sur le bord de la table. Une montre-bracelet. Elle paraissait vieille, avec un bracelet en cuir usé sur les bords et un cadran terni. C'était la montre de Monsieur Armand. Qu'il avait oubliée en partant, Antoine l'attrapa brutalement. Il la retourna dans ses mains avec un rictus moqueur. Il se dit que ce vieux fou avait sûrement laissé cette ferraille exprès pour qu'il la jette. Antoine hurla le prénom de Chloé. Il lui demanda pourquoi son père laissait ses ordures chez eux. Chloé accourut et vit la montre de son père entre les mains de son mari. Elle la lui demanda poliment, disant qu'elle la garderait pour la lui rendre. Elle savait que cette montre était très précieuse pour son père. Pas pour son prix, pensait-elle, mais parce qu'il la portait depuis qu'elle était toute petite. Poussé par une irritation soudaine et inexplicable, Antoine jeta violemment la montre sur le carrelage. Le choc fut terrible. Le verre se brisa en 1000 morceaux. Les aiguilles sautèrent, et le mécanisme se disloqua. Chloé laissa échapper un cri étouffé. Elle tomba à genoux, ramassant les débris avec des mains tremblantes. Ses larmes recommencèrent à couler. Elle ne comprenait pas comment Antoine pouvait être aussi cruel. Antoine ricana de mépris. Il cracha qu'une vieille montre ne méritait aucun respect et menaça de balayer le reste pour le jeter à la poubelle. Antoine ignorait que la montre qu'il venait de détruire était un chef-d'œuvre de la haute horlogerie suisse. Ce n'était pas une montre d'occasion trouvée au puce, c'était une édition de collection extrêmement rare, dont la valeur équivalait à des dizaines d'appartements comme celui qu'ils occupaient. Monsieur Armand l'avait laissé paraître usé pour ne pas attirer l'attention. Mais pour une expert, cette montre était un véritable trésor. Avant même que Chloé n'ait fini de ramasser les morceaux, la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau. Sans prévenir, une femme d'âge mûr, vêtue de façon tapageuse, couverte de bijoux en or ostentatoire, entra avec arrogance. C'était Madame Sylvie, la mère d'Antoine. Son visage était plâtré d'un maquillage épais, qui ne parvenait pas à cacher les rides de mépris qui le marquaient. Elle les balaya l'appartement d'un regard dégoûté. Antoine se leva d'un bond pour accueillir sa mère. Son visage, si féroce avec Chloé, devint soudain doux et soumis. Madame Sylvie ne prêta aucune attention à Chloé. Toujours à genoux sur le sol, elle s'installa sur la meilleure chaise et posa son sac à main de contrefaçon sur la table. D'une voix stridente, elle annonça le but de sa visite. Elle sortit une pochette contenant l'acte de propriété de la grande maison. Passette, appartement en location. Mais la superbe villa de Neuilly-sur-Seine qui aurait dû appartenir à Chloé. La maison achetée avec les économies de Chloé. Mais mise en homme d'Antoine. Puis transférée à Madame Sylvie. Madame Sylvie déclara haut et fort que la maison était désormais officiellement à elle. Elle ajouta qu'elle ne supportait plus d'avoir une belle fille issue d'une famille de miséreux, sans aucune éducation. Elle accusa Chloé d'être un boulet pour la carrière d'Antoine et d'attirer le mauvais œil. Antoine, Telon, fils sans aucune colonne vertébrale, approuvait chaque mot de sa mère. Il s'est assentait validé, convaincu que se débarrasser de Chloé était la clé de son succès.
Madame Sylvie donna alors un ordre choquant. Elle exigea qu'Antoine mette Chloé à la porte le soir même. Son excuse était lunaire. Elle prétendait que c'était Antoine qui payait le loyer de cet appartement et que Chloé n'avait donc pas le droit d'y rester si elle n'apportait rien. Chloé ouvrit de grands yeux. Elle se leva pour se défendre, rappelant à Antoine que le loyer avait été payé avec le reste de ses propres économies, car le salaire d'Antoine passait entièrement dans le train de vie luxueux de sa mère. Mais la vérité n'avait aucune valeur face à ces deux-là. Madame Sylvie hurla de plus belle, traitant Chloé de calculatrice et d'épouse déloyale. Antoine, terrorisé par sa mère, obéit à cet ordre insensé. Il pointa la porte du doigt et ordonna à Chloé de partir, ajoutant qu'il contacterait un avocat pour le divorce. Dès le lendemain, Chloé regarda son mari, incrédule. 5 ans de mariage. Tous ses sacrifices, récompensés par une expulsion en pleine nuit. Sur un caprice de sa belle-mère, Chloé ne supplia pas. Elle savait que sa dignité valait bien plus que de s'agenouiller devant ces êtres avides. Elle entra dans la chambre, prit un petit sac de voyage, y fourra quelques vêtements et ses papiers d'identité. Elle ne prit aucun objet acheté avec l'argent d'Antoine. De toute façon, il n'y en avait presque pas. Le visage serein, elle regarda Madame Sylvie et Antoine une dernière fois, déclara, d'une voix calme mais ferme, qu'elle partait et qu'elle espérait qu'ils seraient heureux de leur choix. Elle sortit dans la nuit noire. Le ciel finit par déverser une pluie battante. Chloé marcha sans parapluie. L'autre en passait, vêtements. Dissimulant les larmes qui coulaient sur ses joues, elle s'éloigna de cet enfer. Au bout de la rue, elle s'abrita sous un arrêt de bus désert. De mains tremblantes de froid, elle sortit son téléphone de sa poche mouillée et composa un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis très longtemps pour demander de l'aide. Pendant ce temps, dans l'appartement, Madame Sylvie et Antoine riaient au éclat. Ils avaient l'impression d'avoir jeté les ordures. Antoine s'arrêtait. Son regard se posa de nouveau sur les débris de la montre. Le dos du boîtier s'était détaché, révélant de minuscules gravures, une série de chiffres et le nom d'une marque très prestigieuse. Piqué par la curiosité, Antoine Ramassala, petite plaque de métal. Il sortit son téléphone et tapa la marque et le numéro. De série sur un moteur de recherche, les résultats s'affichèrent. Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent. Sa bouche s'ouvrit en grand. Son téléphone faillit lui échapper des mains. Sur l'écran apparaissait la photo d'une montre exactement identique à celle qu'il venait de détruire. Le titre de l'article indiquait « Vente aux enchères d'un chef-d'œuvre rare adjugé pour plusieurs centaines de milliers d'euros ». Antoine compta les zéros du prix. Une fois, 2 fois, le sang déserta son visage. Son cœur se mit à battre si fort que sa poitrine lui fit mal. Il regarda le sol. Les éclats de verre et les rouages éparpillés. Il fut pris d'une panique absolue. Il tomba à genoux, tentant désespérément de rassembler les pièces avec ses mains moites. Des sueurs froides coulaient sur ses steimpis. Madame Sylvie, voyant le comportement étrange de son fils, demanda ce qui n'allait pas. Antoine ne put répondre. Sa gorge était nouée. Il venait de détruire un objet dont la valeur aurait pu racheter la dignité de toute sa famille sur 7 générations. La peur lui glaça le sang. Si son beau-père possédait une telle montre, qui était vraiment ce vieillard en haillons? Cette question frappa son esprit comme un coup de massue. Dehors, la pluie redoublait, de violence, comme pour se moquer de la stupidité d'Antoine. Et ce n'était que le début. Le soleil du matin filtrait à travers les volets, illuminant le visage blafard d'Antoine. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Ses yeux étaient rouges et cernés, lui donnant l'allure d'un zombie. Il avait passé la nuit entière, fouillé les poubelles de la résidence, cherchant les débris de la montre qu'il avait balayée. Mais étrangement,
Les fragments avaient disparu sans laisser de traces. Plus de rouages, plus de verre, plus de cuir. Antoine se sentait au bord de la folie. Avait-il mal lu sur Internet? Ou quelqu'un l'avait-il récupéré pendant qu'il avait le dos tourné? Si la montre était vraie et que son beau-père exigeait réparation. Antoine savait qu'il ne pourrait pas rembourser. Même en travaillant 100 ans, l'esprit embrouillait. Antoine se força à aller au travail. Sur le trajet, il imaginait le pire. La police l'attendant dans le hall, ou une lettre de licenciement sur son bureau. En arrivant au siège de son entreprise, il marcha, la tête baissée. À peine s'était-il assis à son bureau exigu que son téléphone sonna. L'assistante de direction lui ordonna de se présenter immédiatement au bureau du président directeur général. Au dernier étage, des sueurs froides coulèrent dans son dos. « Ma fille est finie », pensa-t-il, les jambes tremblantes. Il prit l'ascenseur. Il toqua à la porte du bureau avec des mains moites. Une voix grave l'invita à entrer. Le PDG était assis derrière un immense bureau. Antoine baissa la tête, prêt à se faire licencier. Prêt à supplier. Mais ce qui se produisit le laissa sans voix. Le PDG se leva avec un grand sourire et lui tendit la main. Il félicita Antoine. L'entreprise subissait une grande restructuration, et ils avaient besoin d'un jeune loup ambitieux pour diriger la succursale principale du centre de Paris. Antoine était nommé directeur d'agence, avec les pleins pouvoirs sur les opérations et les finances. Antoine resta pétrifié. Il fallut quelques secondes à son cerveau pour traiter l'information. Au lieu d'être renvoyé, il était promu, son salaire était triplé, avec voiture de fonction et prime. La terreur qui l'étranglait depuis la veille s'évapora, remplacée par une vague d'euphorie grisante. Il serra la main de son patron avec ferveur. Au fond de lui, il rit de ses propres peurs. En fait, il était un génie. La chance lui souriait. Quant à la montre, il se persuada qu'elle était fausse. Impossible qu'un vieux pauvre possède un objet authentique d'une telle valeur. C'était sûrement une imitation de très bonne qualité. Il te retrouva toute son arrogance. En sortant du bureau, il se sentait sur un nuage. Il appela sa mère pour lui annoncer la nouvelle. Madame Sylvie hurla de joie au téléphone. Elle était de plus en plus convaincue qu'avoir chassé Chloé était la porte ouverte à la richesse. Chloé portait la poisse. Voilà tout. Antoine était entièrement d'accord. Le midi même, il invita ses collègues dans un restaurant hors de prix, commandant les meilleurs plats et de grands crus. Affichant son nouveau statut, avec mépris pour les autres. Quelques jours plus tard, Antoine avait le contrôle total des finances de l'agence. Des millions d'euros étaient à portée de clic. Madame Sylvie, jamais satisfaite, commença à se plaindre de la villa de Neuilly. La décoration était trop vieillotte. Elle voulait du marbre, des lustres en cristal et une piscine, pour parader devant ses amies mondaines. Le coût des travaux était colossal, bien au-delà du nouveau salaire d'Antoine. Au début, il hésita. Mais son désir d'être adulé par sa mère prit le dessus. Il repéra une faille dans le système financier de l'entreprise. Il pensa pouvoir emprunter discrètement des fonds sous couvert de frais de marketing ou de rénovation de l'agence, pour les rembourser avec sa prime de fin d'année, sans réfléchir. Antoine signa l'autorisation de transfert de fonds fictifs. Des centaines de milliers d'euros glissèrent vers son compte personnel. Puis vers l'entreprise de bâtiment de sa mère. Antoine ignorait que cette faille était un piège tendu avec soin. Dans une autre pièce, très loin de là, Monsieur Armand était assis devant un immense écran, affichant les transactions bancaires de l'entreprise en temps réel. À ses côtés, Monsieur Henri, l'auditeur. On vit une alerte rouge clignoter. Monsieur Armand n'ordonna pas de bloquer le transfert. Il but une gorgée de son café avec calme. Il fit signe à Henri de laisser la souris manger le fromage jusqu'à l'indigestion.
qu'il se sent intouchable, qu'il bâtisse son château de cartes. Car plus il montera haut, plus la chute sera dévastatrice. Toutes les preuves étaient enregistrées, prêtes à exploser. Antoine creusait sa propre tombe avec enthousiasme. 2 semaines plus tard, la rénovation de la luxueuse villa était achevée. La maison était devenue tape, à l'œil, détonnant avec l'élégance discrète du quartier. Des statues de lions d'un goût douteux encadraient l'entrée et un lustre immense brillait dans le salon. Madame Sylvie se prenait pour une reine. Elle envoya des invitations pour une grande soirée d'inauguration à tous ses voisins, à relations et vieilles connaissances qu'elle voulait rendre jalouses. Le soir de la fête arriva. L'allée était pleine de voitures, même si la plupart étaient des modèles de milieu de gamme de personnes venues profiter du buffet gratuit. Une musique commerciale résonnait à fond. Madame Sylvie paradait dans une robe à paillettes hors de prix. Lementon Haut, racontant mensonges sûrs, mensonges concernant le prétendu empire international de son fils. Antoine, dans un costume sur mesure payé, avec l'argent détourné, savourait les compliments, hypocrites. Au milieu du brouhaha, un taxi s'arrêta devant le portail. Une femme en déchandite, faisant taire certains invités. C'était Chloé. Elle n'était pas là pour faire un scandale, mais parce qu'Antoine la harcelait de messages pour qu'elle lui remette les documents originaux de la maison. Afin de finaliser le divorce, Chloé était vêtue simplement, mais avec une élégance naturelle et chic, un tailleur sobre, un carré de soie noué avec grâce. Son aura de sérénité, là, rendait infiniment plus radieuse que Madame Sylvie et son or tapageur. En voyant Chloé, le visage de Sylvie se renfrogna. Elle s'avança à grands pas, élevant la voix pour que tout le monde l'entende. Elle l'accueillit par une insulte, lui demandant si elle venait mendier les restes du buffet, parce qu'elle n'avait plus de quoi manger. Les invités murmuraient. Antoine s'approcha, regardant Chloé avec mépris, réclamant les papiers avec impatience. Chloé lui tendit la pochette calmement. D'une voix douce, elle voulait juste en finir, mais Madame Sylvie n'était pas satisfaite. Elle arracha la pochette et, faisant mine de trébucher, renversa volontairement une coupe de champagne et une assiette de mignardise, couverte de crème sur les chaussures et le bas du pantalon de Chloé. Sylvie rit avec malice. Ordonnant à Chloé de nettoyer ça, elle lui pointa du doigt les cuisines, disant que la place des miséreuses était à la plonge, pas dans son salon. Antoine resta silencieux, ricanant même un peu. Chloé prit une profonde inspiration. Elle chercha une dernière fois une trace d'humanité dans les yeux de l'homme qu'elle avait aimé, mais n'y trouva que le néant. Alors qu'elle s'apprêtait à tourner les talons, l'atmosphère changea, brusquement. Le lustre géant clignota, puis s'éteignit. Toutes les lumières de la maison furent coupées. La musique s'arrêta net. L'obscurité s'abattit sur la fête. La panique commença à monter. Antoine hurla au traiteur d'aller vérifier les plombs, pensant à un court-circuit. Mais en regardant par la fenêtre, il vit que les lampadaires de près, la rue et les maisons voisines étaient allumés. Seule leur villa était plongée dans le noir absolu. Soudain, les phares aveuglants de 3 berlines noires percèrent l'obscurité du jardin, bloquant la sortie. Les portières s'ouvrirent. Des hommes imposants, des agents de sécurité privés, indescendierend, suivis d'un homme en costume portant une mallette. C'était l'équipe d'avocats de la holding de M. Armand. Antoine courut vers eux, fou de rage, hurlant pour savoir qui osait gâcher ça. Faites. L'avocat resta de marbre, éclairé par les phares. Il sortit un document, et, le lut d'une voix forte. Il déclara que le terrain sur lequel était construite, la villa appartenait à la holding de la famille de la Roche, sous le statut d'un bail amphithéotique. Selon les clauses du contrat, toute modification structurelle sans l'accord écrit du propriétaire du terrain entraînait la résiliation immédiate et unilatérale du bail.
Antoine resta bouche bée. Il balbutia que la maison était au nom de sa mère. L'avocat sourit avec condescendance et expliqua que Madame Sylvie possédait les murs, mais que le terrain appartenait à la société, et puisqu'Antoine avait lourdement rénové le bâtiment sans autorisation, avec de surcroît de l'argent appartenant à la société, l'expulsion était immédiate. L'avocat donna un ultimatum: videz les lieux ce soir, ou la sécurité jettera vos affaires dans la row. Madame Sylvie hurla à l'escroquerie. Elle voulut se jeter sur l'avocat, mais fut stoppée par les agents. Les invités, sentant le vent tourner, commencèrent s'enfuir un par un, terrifiés par l'arrivée imminente de la police. Chloé observait la scène dans l'ombre. Voyant le karma frapper à la vitesse de l'éclair, Antoine était livide, tremblant de terreur. Monsieur Henri sortit de l'une des voitures et s'approcha de Chloé avec un « respect infini ». Il lui ouvrit la portière arrière pour la raccompagner. « Antoine, tu vis cette scène ?» Le cerveau court-circuité. Incapable de comprendre pourquoi cette pauvre assistante traitait son ex-femme comme une princesse. Sous la lumière brutale des phares, Antoine et sa mère se tenaient là, comme des accusés attendant leur sentence. L'ambiance dans le cabinet du juge aux affaires familiales, au palais de justice, était glaciale. Antoine était assis, la jambe tremblante d'impatience. Il voulait en finir et récupérer ce qu'il estimait être son dû. À côté de lui, Madame Sylvie foudroyait Chloé du regard. Chloé était assise calmement, accompagnée d'un jeune avocat à l'air redoutable. L'ordre du jour était la liquidation du régime matrimonial. Antoine, aveuglé par la perte de la villa, voulait s'emparer du reste. Il savait que Chloé possédait une belle boutique de vente en gros de textiles dans le quartier du Sentier. Il n'en connaissait pas les détails, assumant que c'était avec ses petites économies, mais il savait que l'argent rentrait. Devant le juge, Antoine exigea la propriété totale de la boutique en guise de compensation. Il mentit avec aplomb, affirmant avoir financé le ménage pendant que Chloé montait son affaire. Sylvie en rajouta une couche, accusant Chloé d'avoir vécu à leur crochet. L'avocat de Chloé tenta d'intervenir, rappelant à Antoine que reprendre la société signifiait en assumer tout l'actif, mais aussi tout le passif. Antoine l'ignora superbement, s'imaginant déjà encaisser les bénéfices pour louer un bel appartement dans le 8e arrondissement. Chloé le regarda avec pitié. Elle lui demanda doucement s'il était vraiment sûr de vouloir prendre l'entière responsabilité de cette entreprise. Antoine répondit d'un ton sec et affirmatif, la mettant même au défi de signer l'acte de cession immédiatement. Chloé soupira et hocha la tête. Les documents furent signés. La boutique appartenait désormais à Antoine. Le divorce fut prononcé. Antoine et sa mère sortirent du tribunal le sourire aux lèvres. C'est Saint-Hunt, victorieux. Ils décidèrent de se rendre immédiatement dans le Sentier pour inspecter leurs nouveaux biens et annoncer aux employés l'arrivée du nouveau patron. Mais en arrivant devant la boutique, le rideau de fer était baissé. Antoine, confus, s'apprêtait à forcer la serrure, quand une voiture de l'administration fiscale et des camionnettes se garèrent en trombe. Des contrôleurs du trésor public et des huissiers de justice en descendirent. Inspecteur demanda à Antoine s'il était le nouveau propriétaire de la société. Antoine, gonflant le torse, confirme. L'huissier lui tendit une épaisse enveloppe avec un sceau officiel. Au même moment, des livreurs s'avancèrent avec des liasses de factures impayées. Antoine ouvrit l'enveloppe en tremblant. C'était un avis de redressement fiscal et de saisie. La boutique n'avait pas payé sa TVA ni son impôt sur les sociétés depuis 5 ans. Avec les pénalités de retard, la dette s'élevait à des millions d'euros. De plus, les fournisseurs lui annoncèrent que la marchandise avait toujours été fournie sous un système de cautionnement garanti par un tiers. Avec le changement de propriétaire, la garantie sautait. Antoine devait payer le stock immédiatement, faute de quoi ses biens personnels seraient saisis.
Les jambes d'Antoine se dérobèrent. Il venait de comprendre que la boutique tournait grâce aux subventions invisibles de M. Armand, qui épongeait discrètement les pertes pour que sa fille apprenne le métier sans pression. Antoine se retrouvait avec une dette qui le condamnait à mort financièrement. Madame Sylvie, soudain blême, se cacha derrière son fils. Les huissiers commencèrent à placarder des avis de saisie sur la devanture. Antoine pausa un cri de désespoir. Son jackpot s'était transformé en bombe à retardement. Les jours suivants furent un cauchemar. Harcelé par le fisc et les huissiers, Antoine dut se cacher dans un hôtel miteux. Son seul espoir résidait dans son travail. Il espérait que le grand patron, qui visitait l'agence aujourd'hui, Louis, accorderait une avance ou un prêt pour le sauver. Il mit son meilleur costume, aspergé de parfums bon marché, pour cacher l'odeur de sa sueur d'angoisse. Ennafo prépara un discours flatteur. À 10 heures, un cortège de berlines noires entra sur le parking. Antoinette les cadres s'alignèrent dans le hall. La portière s'ouvrit. Un homme d'âge mûr en costume sur mesure descendit, entouré d'une armée d'avocats. Le cœur d'Antoine s'arrêta. C'était M. Armand. Mais cette fois, il dégageait une aura de pouvoir absolu. Derrière lui, une jeune femme descendit, vêtue d'un tailleur-pantalon, haute couture impeccable. C'était Chloé. Elle n'était plus la femme effacée. Elle était une dirigeante redoutable. Le cortège ignora Antoine. Figé sur place, la bouche ouverte, et monta en salle de réunion. Antoine y fut traîné par son assistante. M. Armand s'assit, dans le fauteuil du président. Chloé, à sa droite, ouvrit sa tablette. L'ancien PDG annonça, la voix tremblante, que la holding de M. Armand venait de racheter l'entreprise. Antoine s'effondra dans son siège. Le beau-père qu'il avait traité de parasite était le multimilliardaire qui venait d'acheter sa boîte. Quand vint le tour d'Antoine de présenter ses chiffres, il fut incapable de prononcer un mot. Il fixa M. Armand avec un regard suppliant. M. Armand leva la main, d'une voix glaciale. Il déclara qu'il n'avait pas besoin de présentation, car il avait déjà le rapport de l'audit. Chloé appuya sur un bouton. L'écran projeta les relevés bancaires prouvant les détournements de fonds d'Antoine vers le compte des entrepreneurs de la villa. Chaque centime volé était affiché. Un silence de mort tomba sur la salle. M. Armand déclara qu'il s'agissait d'abus de biens sociaux et de détournement de fonds. Antoine pleura, appelant M. Armand papa et implorant son pardon. M. Henri s'interposa. M. Armand le fixa d'un regard implacable. Je n'ai pas de fils voleur. Et je n'ai pas de gendre. La porte s'ouvrit. 2 officiers de police judiciaire entrèrent avec un mandat d'arrêt. Antoine fut menotté devant tous ses collègues horrifiés. Ses cris de pitié résonnèrent dans les couloirs pendant qu'on le traînait vers la sortie. La descente aux enfers était totale. La nouvelle de l'arrestation d'Antoine parvint aux oreilles de Madame Sylvie. Sa réaction fut abjecte. Au lieu de chercher un avocat pour son fils unique envoyé à la maison d'arrêt, son instinct de survie prit le dessus. Sachant que la police allait remonter jusqu'à elle et aux travaux de la villa payés avec l'argent volé, elle décida de fuir. Elle fit sa valise, y fourrant le peu d'or, la fausse monnaie et l'argent, et liquide, cachés sous le matelas de son hôtel minable. Elle ne prit rien pour Antoine. Il n'était plus qu'un fardeau. Elle appela Brigitte, une ancienne, relation mondaine aux affaires louches, pour l'aider à fuir vers la Corse. Puis, l'Afrique du Nord. Brigitte accepta de lui fournir un billet de ferry VIP depuis Marseille. Échange. Sylvie devait juste transporter un paquet de plantes médicinales, rares très bien scellées. Aveuglée par l'appât du gain et la précipitation, Sylvie accepta. Arrivée au port de Marseille, dans la chaleur écrasante et la foule, Sylvie tenta de garder son air supérieur. Mais son comportement nerveux et son sac, rempli d'argent, attirèrent l'attention. Dans la file d'embarquement, une
Bousculade éclata. Un jeune voleur à la tire lui arracha violemment son sac, main contenant toutes ses économies, et s'enfuit en courant. Sylvie hurla à la mort, s'étalant sur le bitume. « Ô voleur! Ma fortune !» La police aux frontières accourut, en pleurs. Elle exigea qu'on retrouve ses diamants et ses billets. La police la conduisit au poste pour prendre sa plainte. En suivant la procédure, ils inspectèrent ses bagages, dont le paquet de Brigitte scellé au gros scotch marron. L'officier ouvrit le paquet avec un cutter. Le visage du policier se figea. À l'intérieur, aucune plante, mais des sachets remplis de milliers de pilules, chimiques de drogue de synthèse, une quantité astronomique, digne du grand banditisme. Sylvie devint livide. Elle hurla au complot, accusant Brigitte. Mais le numéro de cette dernière n'était plus attribué. Sylvie venait de servir de mule sacrificielle pour un cartel. Son statut passa de victime de vol à accusée, de trafic international de stupéfiants. Elle fut menottée, hurlant le nom d'Antoine. Elle s'évanouit dans la salle d'interrogatoire, rattrapée par une justice implacable. 3 mois passèrent. Antoine dépérissait à la prison de la santé. Finile, customis. Il était devenu le souffre-douleur de sa cellule. Forcé de nettoyer les toilettes à main nue, tabassé au moindre refus. Il était maigre, couvert de bleues. Il gardait l'espoir stupide que sa mère viendrait le sauver. Ignorante qu'elle croupissait dans une prison pour femmes, attendant son propre procès, un après-midi. Pendant la promenade, la télévision de la salle commune diffusait une chaîne d'information continue. Le présentateur prononça un nom familier. Antoine leva la tête. L'écran affichait un bandeau. Chloé Delaroche, fille du magnat de l'immobilier, lance un projet écologique d'envergure. À l'écran, Chloé était rayonnante, charismatique. Elle prononça un discours sur l'intégrité et l'honnêteté, affirmant que la fortune construite sur la souffrance des autres n'avait aucune valeur. Antoine fut percuté de plein fouet par la réalité. Il comprit que tout était vrai. L'hôtel particulier, la richesse. La femme acclamée par les ministres à la télévision était celle qu'il avait chassée sous la pluie pour satisfaire l'ego de sa mère. Le regret matériel lui broya la poitrine. Il avait jeté un diamant pur pour courir après un caillou qu'il croyait être de l'or. Il se mit à hurler dans la salle commune. « C'est ma femme, c'est à moi, c'est ma place. » Les autres, détenus, explosèrent de rire, le traitant de fou, en tentant de courir vers l'écran. Il fut plaqué au sol. Son visage heurta le sol crasseux. Mais il continua de hurler en voyant Chloé couper un ruban d'inauguration aux côtés d'un homme brillant. Maxime. Antoine fut traîné au cachot, condamné à vivre avec ce cauchemar. Le karma fut tout aussi impitoyable pour Madame Sylvie. Des années plus tard, elle sortit de prison, pour blanchie du trafic mais condamnée pour complicité financière. Elle était ruinée, sans domicile fixe, puante et usée. Elle errait dans les beaux quartiers de Paris, fouillant les poubelles, repensant avec amertume à la vie qu'elle avait perdue. Un soir, attirée par la lumière et la musique, elle s'approcha du pavillon Gabriel, une salle de réception prestigieuse près des Champs Élysées. À Berlin déposait des invités en robe de soirée, affamés. Sylvie s'approcha, espérant mendier ou voler un reste de petit four. Un panneau floral immense là foudroya. Mariage de Chloé et Maxime. La jalousie et la faim la rendirent folle. Elle tenta de forcer l'entrée, hurlant au videur qu'elle était la belle-mère de la mariée. Le scandale fit à terre les invités dans le hall. La foule s'écarta pour laisser passer Monsieur Armand, majestueux dans son smoking. Sylvie, tremblante, tenta un sourire pathétique. Monsieur Armand. C'est moi. Sylvie. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours.
Par pitié. Au nom du passé. Monsieur Armand la regarda avec une froideur absolue. Le passé? Quand vous disiez à ma fille de ramasser la nourriture par terre? Il fit un signe. Henry. Cet invité a faim. Donnez-lui le repas qui correspond à ce qu'elle offrait à ma fille. Henri revint avec une barquette en polystyrène. C'était le reste du repas froid, d'un agent de sécurité. Des os de poulet rongés et un reste de riz sec. Sylvie prit la boîte, les larmes coulant sur son visage crasseux. Humiliée devant la haute société parisienne, les videurs la jetèrent sur le trottoir. Sous la pluie fine de Paris. Elle mangea les restes en pleurant, entendant les rires et la musique célébrant le bonheur absolu de Chloé. 5 ans suffisent à changer le monde. À sa sortie de prison, Antoine n'était plus qu'une ombre, les cheveux gris, les dents cassées. Il errait de petit boulot en rejet. Un jour, une agence d'intérim lui proposa un poste de jardinier pour une immense propriété de la banlieue ouest. Le salaire permettait juste de louer une chambre de bonne. Il accepta. Il travaillait en silence, balayant les feuilles, nettoyant la somptueuse piscine. Un après-midi, une longue berline se gara dans l'allée. Antoine s'écarta pour ne pas déranger les propriétaires. 2 enfants rieurs sortirent, en courant. Pas peu. Pas peu. Maxime sortit de la voiture et aida Chloé à descendre. Elle était encore plus belle, épanouie, rayonnante. Monsieur Armand les attendait sur la terrasse. Antoine laissa tomber son râteau. Chloé tourna la tête au bruit. Leurs regards se croisèrent. Antoine s'attendait à de la haine, de la colère. Mais il n'eut autrien. Le regard de Chloé était vide. Elle ne le reconnut même pas. Il n'était qu'un élément du décor. Un jardinier anonyme. Elle sourit. Détourna et entra dans sa maison. Cette indifférence brisa l'âme d'Antoine. Monsieur Armand s'approcha lentement. Antoine tomba à genoux, en pleurs, demandant pardon. Suppliant. Monsieur Armand le regarda de haut. Tu sais pourquoi tu travailles ici? Cette agence m'appartient. C'est moi qui t'ai placé dans ce jardin. Antoine leva un visage ravagé. Pourquoi? Pourquoi ne pas m'avoir laissé mourir? Monsieur Armand pointa du doigt la grande baie vitrée où Chloé, Maxime et les enfants riaient aux éclats. Parce que la mort est trop douce. Je veux que tu travailles ici toute ta vie. Tu ne seras jamais renvoyé. Mais chaque jour, tu verras la femme que tu as détruite être traitée comme une reine par un homme meilleur que toi. Tu verras ses enfants appeler un autre homme papa. Savoure ce regret chaque seconde. C'est ton enfer sur terre. Monsieur Armand tourna les talons. Antoine resta seul, à genoux sur l'herbe, pleurant à chaudes larmes. Il était piégé dans cette cage dorée, spectateur, éternel du bonheur qu'il avait lui-même assassiné. Il reprit son râteau. Les mains tremblantes, condamné à balayer les feuilles mortes de sa propre vie.